Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, salut Big Rusty. On va parler du mental d'Alex Pereira. Personne ne croyait en lui quand il a signé à l'UFC, y compris Dana White qui l'a dit en conférence de presse. Il a dit, on l'a signé, je pensais qu'il allait faire son premier combat, boum, petit takedown, soumission. Terminé, bonsoir, un peu comme malheureusement, j'ai beaucoup de respect pour lui, le challenger au titre face à Alex Pereira qui a perdu, qu'aujourd'hui son coéquipier Yousri Belgaraoui qui a tenté sa chance au Dana White Contender Series. Ça s'est pas passé comme prévu, en gros c'était un peu ce que l'UFC prévoyait pour Alex Pereira, sauf que non, le gars a toujours répondu présent. Finalement oui à cette défaite contre Israël Adesanya, mais on peut limite dire qu'aujourd'hui cette défaite c'est un accident. Par contre on va revenir là-dessus avec Russ, mais en tout cas on a quelqu'un qui ne cesse de délivrer, qui ne cesse de surpasser les attentes, et on est même au point là aujourd'hui où on se dit ok, à chaque fois qu'il y a un problème il répond présent, peu importe son état de santé, peu importe sa préparation. Mais est-ce que les limites physiques vont à un moment donné quand même s'appliquer à Alex Pereira? Parce que là on commence à parler très sérieusement de la catégorie heavyweight. Il y a, je crois, 2 ans, 1 an et demi, on faisait un podcast avec Rust en mode ça donnerait quoi Alex Pereira contre... Je crois qu'à l'époque, Francis était toujours à l'UFC et les gens disaient non mais les gars, il va jamais monter. Je crois qu'il était même pas monté en light heavyweight à l'époque. Là, c'est en train de devenir une réalité où même Dana White, qui était contre, commence à se dire bon, il commence à avoir cette petite pression populaire qui fait que je vais peut-être obligé de sortir. Ok, on va faire Alex Pereira contre John Jones. Soit. Alex Pereira, plus gros mental, couille en adamantium, qu'est-ce qui fait que... Bah finis ta question. Non, c'est tout. Qu'est-ce qui fait que ce mec... Non mais, en fait, moi, ce que je trouve surtout dingue, c'est on l'a vécu, enfin, pas de l'intérieur, mais je veux dire, on a suivi aussi son ascension au Glory. Et moi, pour le coup, tu vois, quand il est arrivé à l'UFC, je m'attendais pas du tout à ça, parce que au Glory, t'avais quand même ce côté attraction, et le mec exécutait des gars, mais c'était même pas lui qui était main event, tu vois, c'était pas une superstar au Glory. En vrai de vrai, c'était pas une superstar. Et le fait qu'à l'UFC, qui est un marché américain, enfin, même là, tu vois, c'est ce que je me disais, t'as l'International Fight Week, t'es à Las Vegas, billetterie de 16 millions, le main event, c'est un Brésilien contre un Tchèque. Là, non mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et t'as Alex Pereira, en 2 ans, le mec est devenu une superstar, alors qu'il ne parle même pas anglais. Il parle toujours pas anglais, le gars. Enfin, vraiment, je suis sur le cul. Et puis ça a pas l'air de s'améliorer beaucoup. Je crois que je l'ai toujours pas entendu dire un mot en anglais, ou peut-être dans une vidéo de Nina Marie Daniel, ou quand ils font du... Je sais pas. C'est vrai que c'est fou, c'est un espèce de José Aldo, mais en termes médiatiques sous stéroïdes. Et c'est impressionnant, effectivement. Et c'est vrai que, en parlant de son mental, alors on va parler de tout, mais comme tu as évoqué le mental, le simple fait aussi, et il faut le souligner, juste pour montrer à quel point le mec est un super-héros, là, il est arrivé, c'est une évidence qu'il n'avait pas encore complètement récupéré de son petit orteil qui était pété, qui s'était cassé dans le camp d'entraînement contre Jamal Hill. Donc, il arrive dans ce combat-là, probablement, normalement, théoriquement, il était compromis quand même, parce que... et on a eu pas mal de commentaires, en plus, qui nous parlaient de ça, qui nous disaient, putain, les gars, moi, j'ai eu un petit orteil pété, alors ça t'explose complètement ton équilibre, tes appuis, c'est l'horreur. Et ça permet aussi de justifier le forfait de Conor McGregor. Oui, absolument. Voilà. Mais simplement... Conor McGregor, peut-être qu'il y a 10 ans, il aurait pris le combat malgré tout. Voilà, enfin, on va pas refaire ce podcast-là. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que, ouais, tiens, tu vois, c'est intéressant, les comparaisons. D'ailleurs, il a fait un post lui-même dessus, Conor McGregor. Mais les comparaisons entre le Conor de cette époque-là, qui prenait tout le monde, tout le temps, genou pété ou pas, et qui accrochait à son palmarès des choses qui sortent de l'ordinaire et qui écrivent l'histoire, en soi, il est en train de faire exactement la même chose à Alex Pereira. Il est en train de faire ce qu'a fait Conor, sauf qu'il le fait à 36 ans. Alors oui, c'est pas les mêmes catégories, c'est dans des catégories plus élevées. Certes, l'âge impacte un peu moins que dans les catégories featherweight, lightweight, mais de faire sans avoir eu ce background auparavant de MMA, de faire exactement ce qu'a fait Conor McGregor avec... c'est vraiment comparable, le fait qu'il se pointe, t'as l'impression que quand il se pète le pied, et littéralement, on l'a vu dans sa vidéo d'entraînement, il se pète le pied, il fait « Ah merde, il est dévissé ». Il se le remet correctement et il continue son entraînement. Et 2 semaines plus tard, il combattait Jamal Hill et il le mettait KO en, je sais plus, 2 minutes ou quoi.
Là, visiblement, il s'est pété le gros orteil. Enfin, ça, je sais pas si on a eu des mises à jour là-dessus. Contre la tête, contre le crâne de Jerry Prochaska. Bon, voilà, il regarde. Ah merde. Et il continue. T'as vraiment cette impression que ce soit dans la vie à l'extérieur, que ce soit dans la cage, t'as l'impression d'avoir effectivement un espèce de super-héros. Tu sais, j'avais vu un truc quand j'étais petit là-dessus, des gens qui ne ressentent pas la douleur et qui sont en mode, tu sais, tu peux limite, tu leur fais passer comme ça une aiguille dans la joue, machin, bah ils te regardent en mode, bon, quand est-ce qu'on mange, tu vois. T'as cette impression qu'avec Alex Pereira, c'est un peu pareil. Sauf que en plus d'avoir cette espèce de mental vraiment déjà purement physique, de résistance, de résilience, le mec n'a peur de rien ni personne, il est prêt à tous les challenges, aucune douleur physique ne peut l'arrêter, aucune intimidation ne peut s'appliquer sur lui, aucune pression médiatique ne s'applique à lui non plus, parce qu'on l'a bien vu, hein, UFC 300, 303, pas de souci, Chama, on arrive et puis on repart avec un KO comme d'hab. C'est On a rarement vu vraiment, et là dans l'histoire du MMA, enfin, et je sais qu'il y a pas mal de commentaires qui commentent maintenant en ce moment. J'ai vraiment cette impression que le Pride revit à travers Alex Pereira. T'as cette impression avec lui que c'est tout parfaitement ensemble qui s'est aligné. Parce que qu'est-ce qu'il n'a pas en fait? Oui, il parle pas anglais, mais à part ça, parce qu'il a pas besoin, ce qui est fou, hein, d'ailleurs, il a pas besoin de parler anglais pour être charismatique et pour que les gens soient pendus à ses lèvres. Qu'est-ce qu'il n'a pas? C'est peut-être une des plus grosses superstars maintenant qu'on ait vu de ces dernières années. Il fait pas des chiffres comme Conor McGregor, mais en termes d'impact sur le MMA, qui fait mieux? Qui fait mieux Il y en a eu bien sûr, mais qui fait mieux il rentre qu'Alex dans la discussion, quoi. Mais oui, puis surtout, moi, à mon sens, tu vois, ça se jouera juste, et on en parlait aussi la semaine dernière, c'est sur comment sa carrière va finir, parce que c'est vrai que tout va très vite à l'UFC, on parle de Kamaru Usman, d'Alexander Volkanovski, en un an tout change, et aussi sur la durée, parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui fait qu'un Conor McGregor n'est pas placé aussi haut qu'un José Aldo, qu'un John Jones, des mecs qui dominent pendant 10 ans. Alex Pereira, pour le moment, ça reste assez court. Il faut voir aussi s'il arrive à vraiment nettoyer ses catégories, et c'est là qu'on verra. Mais là aussi où Alex Pereira, il y a ce truc qui est vraiment particulier avec lui, qui fait que le gars a vraiment réussi à s'imposer comme une des stars de l'UFC, c'est que tu sais qu'il va se passer quelque chose quand tu le vois combattre. Un Sean Strickland, le mec, on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est chiant à mourir. Adesanya, on en parlait, bah, de temps en temps, vous allez avoir un highlight pour l'histoire, et quand c'est Yoel Romero, quand c'est Jared Cannonier, bah, vous allez passer 25 minutes horribles. Alex Pereira, on te vend comme Francis. On te vend un highlight, on te vend une machine de destruction, et tu sais qu'il va se passer ça. Et le mec délivre à chaque fois. Et à la différence de Francis, enfin, et c'est pas du tout pour envoyer une bastos à Francis, parce que vous savez qu'on l'apprécie énormément, c'est que Pereira, il est souvent dans des situations où, enfin, je veux dire, Francis, à part sa revanche contre, il y a eu le combat contre Cyril qui était extrêmement serré, et même il était outsider, le combat contre Stipe Miocic aussi, mais la plupart du temps, Francis était gros favori, et on savait que qu'il allait exécuter le boug. Avec Alex Pereira, là où c'est très fort, c'est que c'est souvent des combats où on flippe un peu pour lui, on se dit ça va être un peu chaud contre Jerry Prochaska par exemple, le podcast qu'on a fait avec Rusty, on était bon, et le premier combat s'est bien passé, là il est pas du tout dans les meilleures conditions, certes il est favori, mais ça peut être très chaud, et ce qui est fort c'est qu'à chaque fois il arrive à faire basculer le truc. Contre Adesanya, le deuxième combat en MMA, oui il se fait mettre KO, mais le premier, il partait pas du tout favori, et ça se passe pas du tout comme prévu, sauf que il a ce truc où à chaque fois il arrive à trouver le moyen qui fait que ce combat va entrer dans l'histoire. Et c'est ce qui est hyper impressionnant avec lui et qui fait qu'à chaque fois on se dit qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Et je voulais ajouter aussi, oui, et au-delà des moments où il arrive à faire des choses extrêmement grandes, il y a aussi le fait que oui, il a été favorisé vers le titre, mais le combat contre, par exemple, Sean Strickland, c'est vrai qu'à chaque fois, l'UFC use et abuse de ce highlight, mais c'est extraordinaire. Le mec, à l'époque, je crois, soit il était pas classé, ou soit il était à peine début de top 15, Sean Strickland était classé 4ème. Et on se disait, bon, ça devrait bien se passer, mais tu peux aussi te prendre un stop, comme par exemple Paliskerov, le stop qui s'est pris contre Robert Whittaker, et ça peut être très violent. Sauf que là, Pereira, il a démonté Sean Strickland. Il l'a démonté. Ouais, et démonté comme c'est en plus une victoire par KO qui a bien vieilli parce que on l'a vu après, que ce soit contre notre nation nationale ou que ce soit contre tous les autres combattants après, Dricus du Plessis, Adesanya, etc. Faire ça avec ses mains en middleweight
Sean Strickland, c'est quasiment impossible, tellement le mec spare tous les jours et donc il a un coup d'œil incroyable. D'ailleurs, on l'a revu avec la vidéo là contre le kickboxer japonais. Mais effectivement, il y a ça. Et même pour le côté comment ça va vieillir, alors c'est vrai que s'il va en poids lourd, ça peut faire un truc sale potentiellement, il peut avoir une défaite sale, mais c'est vrai que j'ai envie de dire, s'il restait en light heavyweight, je pense je serais relativement serein que il peut perdre, genre contre Ankalaev, bon, Ankalaev peut peut-être le wrestle fuck, tu vois, mais sinon, je vois bien une carrière à la Romero, en fait, où le mec, c'est tellement une force de la nature incompréhensible que, bon, bah oui, parfois, du coup, il perd. Tu sais que sa carrière est en train de descendre un peu parce qu'il n'arrive plus à engranger de victoires. Mais le mec, c'est tellement, de toute façon, il est tellement taillé dans le rocher que c'est impossible de l'entailler de quelque manière que ce soit. Pereira, en vrai, il y a moyen, à moins qu'il prenne vraiment une énorme tractopelle quand il monte en poids lourd. Mais sinon, je pense que ça peut relativement bien se passer pour sa fin de carrière en réalité, hein. En réalité, oui, oui, en réalité, ça arrive, surtout qu'il lui reste pas, je pense, énormément de combats pour Alex Pereira aussi. Et là aussi, où mentalement, moi, Bah, il montre pas quand même de signe de déclin non plus, non, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là où moi, j'apprécie aussi Alex Pereira et le côté mental, c'est le mec est prêt tout le temps, mais en plus ne refuse aucun adversaire. Et quand je dis ne refuser aucun adversaire, on en parle tout le temps, hein, des combattants MMA, et surtout à ce niveau-là où ils n'ont peur de personne, il n'y a pas de souci, hein. Mais en plus, à l'expérience, ce que j'aime bien, c'est que le gars le dit haut et fort. En KLF, c'est un cauchemar pour lui. Là, les premières codes sont sorties, il sera outsider. C'est un mec où, sportivement, vous allez passer un enfer. En plus, vous savez que vous n'allez pas faire d'oseille. Un cauchemar pour l'expérience, surtout à ce moment-là de sa carrière où tu sais que une défaite, ça peut vraiment tout faire derrière. Mais pourtant, il en parle dans KLF. Donc, on sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura cette montée chez Lou, on va en parler avec Rust là. Ou alors en KLF qui semble la suite logique. Mais voilà, on n'est pas dans une situation à la Leon Edwards où le mec fait tout pour esquiver Belal Muhammad alors que Belal Muhammad est sur une série folle de victoires. Tu sais que c'est de la merde, que ça fait chier, que machin. Mais tu dois y passer. Bah, à un moment donné, tu fais comme... Et encore... Le pire, c'est que Leon Edwards, il est favori contre Belal Muhammad. Là, l'Expera, c'est un match-up qui cauchemardait. Mais non, il est en mode, j'ai envie de montrer aux gens. Et on dit, bah, Ouais. allez, ramenez-moi en KLF et on va. Et ça, c'est ce que les fans adorent, en fait. Parce que t'es dans une situation où si t'es en KLF, bah, t'as réussi à susciter de l'intérêt pour ce combat-là. Et en plus, personne est en mode, bah, t'esquives quand même le gars qui pourrait te mettre dans le mal. Et si tu vas chez les lourds, bah, on ne va que se dire, bah, ouais, en vrai, avec tous les services que t'as rendus à l'UFC, tu mérites bien ça. Tu mérites bien ça. Même si c'est vrai que si vous êtes team en Calais, vous avez un petit peu le seum. Bah non, mais c'est pour ça, c'est pour ça. C'est ce qu'on disait en début de podcast, le fait que cite-moi un seul faux pas, que ce soit médiatique ou sportif. Bah bien sûr, il y a eu le chaos contre Adesanya, mais à part ça, c'est toujours spectaculaire comme tu l'as dit, et en dehors de la cage, il dit littéralement tout ce que les fans, tout ce dont les fans rêvent. Les fans ne rêvent que d'une chose quand ils ont un combattant favori, ou même les combattants en général, c'est je prends tout le monde tout le temps, amenez-le-moi, je le bute. C'est ce que fait Alex Pereira tous les matins au petit-déj. Ben, c'est vrai que du coup, même, faut voir. Faudrait voir comment ça se passerait dans un combat contre Aspinal, parce que d'ailleurs, on en parlait il y a quelques heures quand tu étais encore dans l'avion, mais il y a une timeline où ça a du sens, un petit Pereira Aspinal. Alors, je serais pas confiant du tout, parce que là, Aspinal, il y a vraiment de la lutte, il y a vraiment du grappling en poids lourd avec 10-15 kilos de plus, donc j'aurais peur. Mais il y a une timeline fort possible et probable là, où, comme de toute façon, on aura 80 piges avant qu'il y ait Jones contre Miocic, d'ici la fin de l'année, Aspinal, si jamais il bat Curtis Blades là en juillet, à la fin d'année, au même moment où il y aurait donc le fameux Jones Miocic, il peut très bien y avoir, donc, pour ne pas garder dans l'inactivité Aspinal, il pourrait très bien y avoir un Aspinal contre Pereira. D'autant plus que pour l'UFC, ce serait tout bénef parce que, bon, quoi qu'il arrive, tu as un petit combat entre Aspinal et Pereira. Vu qu'ils veulent absolument cirer John Jones par tous les orifices, bon, bah, comme ça, au moins, tu donnes. Il y a une possibilité que Pereira mette KO Aspinal, et dans ces cas-là, tu auras juste à dire ah, il n'était pas prêt pour John Jones. De toute façon, Aspinal, vous l'avez bien vu, hein, parce que c'est un light heavyweight qui vient de le mettre KO quand même, n'oublions pas. Donc, tu peux faire des saloperies comme ça, et tu te fais un petit combat qui va vraiment, je pense, quand même générer de la tension entre Aspinal et Pereira, et qu'il y aura une vraie intrigue, quoi.
Donc en soi, Aïe, si aïe, Pereira aïe. entre-temps mange un petit en KLF comme ça en juillet-août, let's go. Hein. Let's go, let's go. Non, non, j'étais en train de réfléchir. En plus, les faux pas d'Alex Pereira, non, il n'y en a pas eu. Et en plus, il y a plusieurs fois, il s'est retrouvé dans des situations où on n'était pas confiant du tout. Et par exemple, le combat contre Jan Blachowicz, il se prend un KO de l'espace contre Adesanya. Le KO qui se prend contre Adesanya, c'est au mois d'avril. C'est un KO à la comme Jiri Prochaska où tu mets du temps en plus à se relever. Enfin, vraiment, on peut se dire, pas potentiellement c'est la fin, mais comme on dit, hein, il est pas tout jeune. Tu te prends un KO comme ça, c'est un peu chaud. Le mec revient au mois de juin contre au mois de juillet, pardon, contre Jan Blachowicz. Jan Blachowicz, on le rappelle, hein, c'est la légendaire puissance, la puissance légendaire polonaise. Donc on se disait, oh là là là, en plus avec un mec qui a la lutte aussi. Pire truc possible pour ton premier combat chez Light Heavyweight, et en plus c'était quelques mois seulement après ce qui s'était passé malheureusement pour Tai Tuivasa où il prend son KO très dur contre Cyril Gane, 3 mois après il revient contre Sergei Pavlovich et on voit que le mec n'a pas eu le temps de récupérer. Et Pereira prend ce risque et ça se passe bien pour lui. Donc pour vous dire que même les moments où vous pouvez vous dire, ou comme là contre Jiri Prochaska, enfin il y a un monde où ça se passe comme Alexander Volkanovski, où tout le monde est hypé, ouah génial, le mec prend ça en short notice, putain Alex Pereira, couille en adamantium, bah il termine sur civière et puis on se dit c'était une très mauvaise idée. Donc non, non, là pour l'instant, chaque fois que le gars a tenté des choses, ça s'est bien passé, mais voilà, il y a peut-être Joe Rogan a envie de la voir, les gens ont envie de le voir, c'est cette montée chez les poids lourds et j'ai tendance à être de l'avis de Dana White. J'ai tendance à être de l'avis pas le faire. À ne pas le faire, ouais. Parce Pour que ne pas, parce que c'est trop un risque et que les mecs sont trop lourds. Bah c'est ce que je me dis en fait. Parce que si ça se passe mal, ça peut vraiment, vraiment, vraiment mal se passer. Et revenir d'un truc comme ça, parce que, et comme l'a dit très justement Pereira, hein, s'il monte chez les lourds, il peut pas le faire au pied levé comme il le fait là avec ses combats. Donc tu vas prendre allez 6 mois. 6 mois pour monter, en plus tu vas devoir hyper le combat, tout ça. Si Pereira perd, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire que je pense qu'il se prend un très gros KO. Donc t'as peut-être une soumission en plus, non? soumis contre. Bah moi j'ai très peur aussi qu'on se rende compte justement de la différence entre Aspinal 120 kg et que ouais, et que même Aspinal n'ait pas besoin de l'emmener soit en eau profonde, soit au sol pour plier le truc. Hein. Moi, c'est surtout ça qui me fait peur. Parce que honnêtement, une soumission, tu peux vraiment t'en sortir. Enfin, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé avec les Dagestanais, et puis même j'ai envie de dire Alex Pereira. Enfin, c'est pas miraculeux qu'il soit toujours pas pris de soumission, mais tu vois, chaque fois qu'il est amené au sol, chaque fois qu'il est un petit peu malmené, même contre Adesanya. Oui, sur l'instant, les gens se disaient, waouh, regardez, il y a Adesanya qui lui fait ça, mais ça a plutôt bien vieilli comme truc, tu vois. Et les gens, je pense qu'ils se diraient, bah, c'est un kickboxer, il a signé à l'UFC en 2021, c'est normal, mais tu te prends un gros KO comme ça, c'est un peu plus compliqué, je pense. Et moi c'est là où j'ai surtout peur pour Alex Pereira, tu vois. Et que on soit dans une situation où même son kickboxing, son striking, où aujourd'hui ça lui permet de faire la différence et où justement les gens se disent jusqu'où peut-il aller, et là que tu sois ah bah oui. En fait, voilà ce qui se passe comme un peu, tu sais, quand Connor, bah, en featherweight, le mec terrorisait tout le monde, et là, tu te dis, c'est un être humain normal. Et enfin, tu vois, genre Khabib contre Connor 3e round, où, oui, Connor gagne ce round-là, mais Khabib, il en a encaissé quelques-unes, il était toujours là. Ouais. Bah, c'est sûr, mais du coup, la question devient, donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que déjà tu prends le risque en KLF? Parce que bah, si tu veux pas qu'il monte en poids lourd, il va pas redescendre, donc c'est-à-dire qu'il reste en light heavyweight, mais il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, est-ce que tu fais quoi? Tu prends le risque en KLF et après, adios? Mais là, lui, il a peut-être pas envie de dire adios, tu vois. Peut-être qu'il a pas envie. Non, moi en vrai, c'est pour ça. Non, j'ai très peur pour le côté heavyweight, puis je suis un peu en mode soit t'affrontes Aspinal, soit t'affrontes en KLF. Voilà. Tu vois, en fonction de qui est dispo. C'est juste que quand je dis j'ai très peur, moi je préfère qu'il fasse les heavyweight, mais je le sens pas du tout, tu vois. Je suis dans une situation où je pense que ça va mal se terminer pour lui, mais en termes d'histoire, en termes de tout ce qu'il a accompli, et le fait de se dire que le gars il est pas là pour très longtemps et que autant que les combats soient historiques, autant faire cette montée là. Et si tu le fais pas, t'affrontes en KLF, et si, enfin, t'affrontes en KLF, mais c'est terminé, et que tu bats en KLF surtout. Tu bats en KLF, tu fermes absolument toutes les bouches. Et tu bats Thomas Spinal, bah là. Bah là,
Non mais ne serait-ce que le fait qu'il ait potentiellement un combat pour 3 ceintures, bah déjà c'est déjà jamais vu. Hein. Ça ne se sera jamais vu dans l'histoire de l'UFC. Donc ah non, franchement non, je pense qu'il faut. J'ai tendance à me dire il faut faire Ankalaev d'abord. Le problème c'est que parce que si jamais, imagine il se fait wrestlefuck, il se fait amener au sol, dominer, poutrer par Ankalaev et soumettre. On aura l'air bien malin avec ce podcast, tu vois, en mode ah oui, d'accord. Bah, en fait, il suffisait juste quelqu'un qui veuille vraiment lutter avec lui et qui a le background. Et là, le mec disparaît littéralement. Et là, ça fera quand même un peu mal. Et c'est totalement possible. Hein. On ne sait pas vraiment quel est le niveau en lutte MMA pure de Pereira. Mais s'il fait combat contre Ankalaev et qu'il gagne et qu'il a bien défendu la lutte ou qu'il s'est relevé ou machin, là, t'as vraiment un truc qui se vend tout seul avec potentiellement Aspinal. Hein. Même John Jones, si jamais. Bon, enfin, bon, rêvons pas, ça n'arrivera jamais. Mais un Pereira qui a battu Ankalaev, qui a montré que et qui monte chez les poids lourds en mode je prends 6 mois, j'arrive, t'inquiète. Bah, je pense que tout le monde signe. Hein. Mais oui, tout le monde signe, et puis en plus, t'es dans une situation où, et c'est un peu à la Volkanovski, c'est t'as fait le taf dans ta catégorie, il ne reste plus rien, c'est pas comme les champions d'aujourd'hui qui parlent déjà de, par exemple, Ilia Topuria, de monter de catégorie et tout, alors que le gars n'a pas fait grand chose, toujours pas de défense de ceinture, là, t'auras fait le taf. À partir du moment où t'as battu Ankalaev, c'est bon. Enfin, t'auras battu Hill, t'auras battu Prochaska, t'auras battu Blacko, voilà. C'est bon. C'est bon, tu peux monter tranquillement chez les heavyweights, personne ne t'en voudra. Donc on va dire, moi c'est ce que je préférais en termes de logique, et pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Allez, l'UFC, faites-nous plaisir. Main event, tu fais John Jones contre Miocic. Co-main event, tu fais Pereira contre Ankalaev. Comme ça, tu vois, tu plantes déjà cette petite graine. Tu plantes cette petite graine. Parce qu'en plus, l'avantage de ce truc-là, c'est, tu vois, je réfléchissais à ça, c'est que comme il ne parle pas anglais, l'angle ce sera, tu vois, de voir Pereira qui se balade avec eux, tu vois. Et comme ça, les gens pourront déjà faire les compares en mode putain, mais en fait, quand il est à côté de John Jones, ils font le même gabarit. Oh, mais en fait, c'est déjà un heavyweight Alex Pereira, mais en fait, c'est possible. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, parce que ce qui va se passer avec Pereira s'il monte un jour chez les heavyweights, c'est le poids, l'attaque, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, il va pouvoir être face à eux? Et donc, pour moi, ce qui serait bien, c'est déjà commencer à planter le truc, et surtout qu'on est dans une situation, aujourd'hui, on a l'impression que John Jones est plus favorable, mine de rien, à un combat contre Alex Pereira qu'un combat contre Thomas Spinal, parce que, parce que, selon lui, je pense que le chemin vers la victoire est bien plus simple en affrontant Alex Pereira. Mais bon. À voir en tout cas. Est-ce qu'on juste vite fait, hein, mais juste l'avoir dit dans le podcast, c'est quand même fou parce que donc Adesanya qui a eu une réaction. Oh putain, qu'est-ce que je ne l'aime pas. Moi, c'est horrible parce que j'appréciais beaucoup Adesanya, mais tout ce qui se passe avec Alex Pereira, c'est terrible. C'est vraiment. Et c'est horrible parce que le gars, il l'a mis KO. Il l'a mis KO. Chaque combat d'Alex Pereira, pour lui en tant que combattant, c'est un +1 parce que la victoire vieillit d'autant plus, surtout que c'est toi qui as eu le dernier mot. Donc, t'as rien à dire. Et limite, tu vois, tu la joues à dire, bah, bravo Alex, franchement, super. Pourquoi toujours avoir le seum comme ça? Pourquoi? Ouais. Parce que oui, du coup, on n'a pas dit ce qu'il avait dit après la victoire là de Pereira contre Jiri Prochaska 2. Mais est-ce que tu peux nous faire il y a eu 2 trucs pour Adesanya. Déjà, il y a eu donc juste après la victoire, il poste sur Twitter Shama avec le KO qu'il a mis à Alex Pereira. Donc le mec somme ultime. Et en plus, ça c'était vraiment drôle, c'est que donc Adesanya, ce film fait des vidéos réactions de chaque événement UFC. La réaction quand il a donc son pronostic, c'était une victoire de Jiri Prochaska, et quand Alex Pereira a mis KO Jiri Prochaska, donc il était avec ses potes ils ont tous eu le seum. Mais c'était tellement en contradiction et en opposition avec tout ce qui se passait partout dans le monde, où littéralement je pense que les gens, quand il y a eu le KO d'Alex Pereira, tout le monde a pété un câble en mode waouh ce qu'il a fait. Et même je pense que tu vois, les gens globalement, à part si vous êtes tchèque ou quoi, mais c'était kiff, tu vois, on était plus, ça va faire chier s'il y en a un des deux qui se fait mettre KO parce qu'on apprécie les deux combattants, mais par contre, quand t'as une victoire comme ça, tu ne peux que saluer ce qui s'est passé. Et là, tous les gars, ils sont peut-être 15 dans la pièce, t'as un espèce
mi-silence de mort, oh, dégoûté, où tu te dis, c'est littéralement le seul endroit dans le monde où les gens pouvaient avoir cette réaction-là. Donc non, vraiment, je pense qu'il s'est pas fait, il a pas gagné beaucoup de fans avec ce qui s'est passé. Et puis en plus, on est dans une situation aujourd'hui où, moi, personnellement, j'ai vu quelques gens sur Twitter en parler, mais ça m'intéresse pas, tu vois, de voir un troisième combat en MMA entre les deux. Ah, moi non plus. Mais moi non plus, mais pour la simple et bonne raison que on a l'impression qu'ils font deux carrières différentes maintenant, en fait. Même si Adesanya remontait en light heavyweight, ça m'intéresse pas. Enfin, vraiment, là, je suis en mode laissons Pereira vivre sa meilleure vie, laissons-le gambader comme ça, là, en light heavyweight et en poids lourd. Et Adesanya, bah, il fait ses trucs dans son coin. Il a dit qu'il arrêtait, donc voilà, il fait son truc contre Duplessis. Ça va encore être une ambiance probablement de merde parce que les trucs raciaux et machin. Enfin, tu sais, t'as l'impression d'avoir deux salles, deux ambiances, mais il y en a une, t'as pas envie de foutre les pieds quand même, quoi. Ouais, il y en a un qui joue aux dames, l'autre qui est aux échecs, quoi. Bref, mais en tout cas, pour Adesanya, affaire à suivre, lui qui revient le 17 août prochain, puis oui, là, qu'il commence déjà par récupérer son titre. Bref, shout out à ma sweet pea, et Hostie. Oui. Moins 30% minimum, voilà, surtout My Sweet Pea avec le code la sueur, ça bouge pas. My Sweet Pea, moins 30% code la sueur sur leur site, donc ils font complément alimentaire, des fringues, casquettes, sweat, et j'en passe. Et donc voilà, code la sueur.